Et si je reste plus collé sur l'actualité, il y a aussi, par exemple, dans le rapport Badinter Lyon-Caen, les 61 propositions de principe qui pourraient faire l'objet du préambule de la future loi sur le travail, mais j'espère qu'elle n'aura jamais lieu, cette loi, on obtiendra son retrait, mais il y a notamment dans les propositions deux qui, pour nous, ne sont pas acceptables sur les thèmes qui nous concernent directement aujourd'hui. Je cite, il y en a une, c'est la grossesse et la maternité ne peuvent entraîner des mesures spécifiques autres que celles requises par l'état de la femme, ce qui est une définition pour le moins restrictive. Et l'autre, c'est que la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnelles au but recherché. Pour faire plus techno, il n'y a pas mieux, mais dans le même temps, ça signifie que, contrairement à ce que nous avons toujours dit et que nous continuons à dire, c'est que l'entreprise ou l'administration ne doit en aucun cas être un lieu d'expression politique ou un lieu d'expression religieuse. Or là, on ouvre la porte à une expression religieuse au sein de l'entreprise, et vous voyez très bien les conséquences que ça peut avoir sur nos camarades femmes. Donc, ça peut remettre en cause, là encore, question d'égalité de droit. Mais quand on regarde le contenu actuel de l'avant-projet de loi dit El Khomri, il y a de quoi être inquiet sur certaines conséquences, y compris en matière d'égalité professionnelle ou de conditions de travail et de vie pour les femmes salariées. Je vais en rendre quelques-uns. Par exemple, l'inversion de la hiérarchie des normes, qui est prévue dans cet avant-projet de loi. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un code du travail, il y a des négociations interprofessionnelles, il y a des négociations de branche et des négociations d'entreprise. Et que la hiérarchie des normes, c'est que théoriquement, au niveau de l'entreprise, on ne puisse pas déroger au niveau d'un accord qui est signé au niveau de la branche. Alors, certes, depuis une vingtaine d'années, il y a des possibilités de dérogation, mais on a quand même conservé le principe de la hiérarchie des normes. Or, l'avant-projet de loi, à la fois affaiblit ou affadit le code du travail, remet en cause en partie, voire totalement pour certains points, la négociation de branche et renvoie tout au niveau de l'entreprise. Ça veut dire que là où la pression est la plus forte sur les salariés, c'est dans l'entreprise. C'est là où on peut, par exemple, subir le chantage à l'emploi, où vous acceptez telle remise en cause, sinon je licencie. Au niveau de la branche, on arrive à avoir plus de liberté, parce qu'on n'a pas la même pression syndicalement au niveau d'une branche qu'au niveau d'une entreprise. Or là, il y a ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, ce que nous avons rappelé hier lors de la rencontre avec le Premier ministre, M. Macron et El Khomri, c'est que c'est une rupture, cet élément-là, c'est une rupture dans la manière dont sont conçues les relations sociales dans notre pays depuis très longtemps. Ce qui confère caractère républicain à la négociation collective et à l'articulation loi-contrat dans notre pays, c'est qu'on assure un minimum d'égalité de droit entre l'ensemble des salariés. Et que ça passe notamment, non seulement par l'existence d'un code du travail, mais aussi par les négociations de branche au niveau national, afin d'assurer à la fois un minimum d'égalité de droit entre les salariés de la branche et un minimum d'égalité en matière de concurrence entre les entreprises. Et si on renvoie de plus en plus au niveau de l'entreprise, on va éclater les situations et les différences entre les salariés. Je prends un exemple, celui du paiement des heures supplémentaires, ou de la majoration des heures supplémentaires. Aujourd'hui, le Code du travail dit la durée légale du travail est de 35 heures, les 8 premières heures sont majorées à hauteur de 25%, les autres à 50%. Et on peut aujourd'hui déroger et ne plus payer à 25% mais à 10%, à condition d'avoir un accord de branche qui le permet et qui soit étendu. Les patrons n'étaient pas tellement demandeurs puisqu'il n'y avait qu'une seule branche, c'est dans le secteur des loisirs, qui a prévu de pouvoir payer les heures supplémentaires, les premières à 10%. Là, aujourd'hui, à demain, si cette loi passait, ce serait la durée du travail de 35 heures, ça ne bouge pas, légal, normal, comme on dit maintenant. Toute heure supplémentaire est majorée, mais on ne dit plus à combien. Et on ne parle plus de la branche, et on renvoie au niveau de l'entreprise, où on déterminera le taux de majoration des heures supplémentaires sans pouvoir descendre en dessous de 10%. Alors, vous voyez très bien qu'à chaque fois qu'une entreprise aura des difficultés,
social, mais sauf si vous acceptez des efforts. Et parmi les efforts demandés, on paye plus les heures supplémentaires à 25%, et paye à 10%. Donc le chantage. Et vous imaginez bien que d'une entreprise à une autre, les solutions peuvent être différentes. Une entreprise fera à 10, une autre fera à 12, une autre fera à 14, une autre fera à 20, une autre fera à 25. Et comme malheureusement, la population salariée femme est celle aussi qui est le plus concernée par le temps partiel, ça aura aussi, là encore, des conséquences. Deuxième exemple, le temps partiel. Aujourd'hui, vous savez que théoriquement, il ne peut pas y avoir de contrat en dessous de 24 heures. Pour assurer les droits, la protection sociale ou autre. Même si on sait très bien que parfois dans l'entreprise, le patron qui embauche peut très bien dire à un ou une salariée, bon ok c'est 24 heures, mais si tu me fais une lettre en disant que toi tu es prêt à travailler 20 heures, c'est possible. Bon, ça on sait que ces pressions existent. Mais là ils ont trouvé un système source à travers les groupements d'employeurs. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié d'un groupement d'employeurs, vous avez un CDI temps plein. Mais vous exercez votre travail dans plusieurs entreprises. C'est ça le groupement d'employeurs. Mais vous avez un CDI temps plein que le groupement d'employeurs. Là, ils vont d'une certaine manière introduire le temps partiel dans les groupements d'employeurs. Ce qui va être là encore une manière de faire sauter le seuil de 24 heures. Voilà. Donc là aussi, le temps partiel, beaucoup de camarades femmes, salariés femmes, sont concernés par ce type de situation. Le travail de nuit. Travail de nuit dont on sait que, je rappelle, 10 ans de travail de nuit équivaut à 15 ans de travail de jour sur le plan de la santé des salariés. Quand on est sur le travail de nuit, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille de nuit, avant de pouvoir travailler la nuit, il a obligatoirement une visite auprès du médecin du travail pour voir si son état de santé permet effectivement de travailler la nuit. Et théoriquement, il a une visite de contrôle tous les 6 mois pour voir s'il n'y a pas de détérioration. Même si ça n'est pas toujours respecté, ce sont les règles. Demain, il n'y a plus de visite préalable, il n'y a plus de contrôle par le médecin du travail. Donc ça veut dire que non seulement on va favoriser le travail de nuit, mais dans des conditions qui peuvent être préjudiciables à la santé. Élargissement du forfait jour dans les TPE, les petites entreprises, y compris sans accord, par décision quasi unilatérale de l'employeur. Comment on va définir les salariés autonomes, pas autonomes, allongement de la durée du travail. Les apprentis qui pourront travailler jusqu'à 40 heures par semaine. Alors certes, ça ne concerne pas que la population féminine, mais ça concerne aussi la population féminine. Les procédures de licenciement, qui sont facilitées. Vous savez qu'aujourd'hui il existe, on n'était pas d'accord, mais ce qu'on appelle des accords de maintien de l'emploi. Quand une entreprise a des difficultés, et que si un salarié refuse le contenu d'un accord, il a le droit, puisqu'il a lui signé un contrat de travail. S'il le refuse, il est licencié pour motif économique. Demain, il sera licencié pour motif personnel. Ça veut dire qu'il ne bénéficiera plus des procédures de reclassement. Autre disposition. Voilà, donc on peut allonger la liste, c'est pour ça qu'on a expliqué régulièrement que l'objet n'est pas d'améliorer, de corriger 2 ou 3 points comme le propose notre organisation syndicale. La logique même de l'avant-projet de loi n'est pas acceptable. Et si le gouvernement, ce qu'on a rappelé le Premier ministre hier, ne veut pas suspendre, ça veut dire on arrête tout. On met pas de calendrier et on met tout sur la table. Il y aura des mobilisations à venir et d'ores et déjà, moi je vous encourage à participer le plus massivement possible à toutes les initiatives qui sont prises et qui vont être prises. Je vous rappelle qu'il y a un appel à une journée de grève et de manifestation sur l'ensemble du territoire le 31 mars. Donc, venez, et je l'ai dit au Premier ministre, parce que nous on dit les choses, il a dit que notre échange a été franc et direct. Peut-être qu'il y aura d'autres choses entre le 9 et le 31, on regardera, dans tous les cas, il y a déjà le 9, le 31 d'arrêté, et on verra pour le reste. Deuxième point que je voulais aborder, qui est aussi un des points de votre journée, c'est toutes les questions liées au sexisme, qui, on le voit très bien, encore une pratique malheureusement courante dans tous les secteurs. Ça peut être vrai dans l'entreprise, ça peut être vrai dans l'administration, ça peut être vrai chez les responsables politiques, ça peut être vrai dans le syndicalisme, on va se se cacher derrière son petit doigt, ça existe. Il n'y a pas de macho et faux, tout le monde le sait. Alors, c'est issu notamment des travaux du CESP, et au moins une disposition, et même des dispositions positives qui
sont prises parfois, c'est l'intégration avec la loi Rebsamen de l'agissement sexiste dans le code du travail, ce qui est un point positif. Maintenant, il va falloir aussi, je pense que vous avez travaillé là-dessus, voir quels outils concrets on met en place pour que ce ne soit pas simplement une inscription dans le code du travail, mais qu'effectivement on puisse avoir des outils pour lutter contre ces agissements sexistes, agissements dont on sait très bien que ça peut aller, y compris, ça vous l'évoquerez également, je crois que des intervenantes en parleront, à la fois jusque la violence physique ou la violence sexuelle, ce qui est bien entendu intolérable et inacceptable. C'est la première fois qu'on aborde ce thème à l'occasion de cette journée des référents, mais moi je suis content au sens où c'est important que nous abordions ces questions. Je terminerai en vous souhaitant de bons travaux et en comptant sur vous le 9 et le 31 mars. Merci à vous.